Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue au 12e colloque de la Commission des sanctions. Alors, quoi de neuf depuis octobre 2018 ? Eh bien, tout d'abord, une information importante. La Commission des sanctions a été partiellement renouvelée. Anne-Josée Fulgeras, Patricia Lazare-Kodira et Myria Zitouche nous ont quittés au terme de leur mandat. Et au nom de toute la Commission, je les remercie de leur apport et leur souhaite une bonne continuation de leurs activités. Nous avons accueilli Anne Le Laurier, Sandrine Elbaz-Rousseau et Ute Meyenberg. Elles ont été les bienvenues et nous nous réjouissons des débuts de collaboration entre nous tous. Alors, qu'avons-nous fait ? Eh bien, très simplement, la Commission a rendu à ce jour, en matière de sanctions, 20 décisions, plus une 21e un peu spéciale dont je vais vous parler tout à l'heure. La plupart de ces décisions sont importantes et ont fait l'objet de recours, il faut le relever. Alors, autre nouveauté, et une nouveauté à signaler, c'est que depuis le 1er janvier 2019, toutes nos décisions de sanctions publiées font l'objet d'un communiqué de presse en langue française et en langue anglaise, destiné à un plus large public pour faire connaître les points essentiels de nos décisions et leur portée, notamment aux professionnels et aux investisseurs, tant français qu'internationaux. En effet, j'attache une grande importance à la fonction pédagogique de nos décisions, au-delà de leur aspect sanction. En tout ce qui est afin d'améliorer au maximum cet aspect-là, nous faisons tout ce qui est possible et qui nous paraît opportun pour accroître cet aspect. Aussi, cette publication de ces communiqués s'ajoute-t-elle à l'effort que nous faisons depuis plusieurs années pour rendre nos décisions le plus claires possible, dans un style direct, en langage plus simple, avec des phrases courtes, des titres et des paragraphes bien distincts, et enfin, plus dernièrement, la numérotation des paragraphes. Alors, je vais revenir maintenant brièvement sur les décisions rendues depuis le dernier colloque jusqu'à la dernière de cette semaine, pour vous indiquer que 12 proviennent de contrôle, et 8 d'enquête. La 21e décision, dont je vous parlais tout à l'heure, est une décision de relèvement en décembre dernier, et pour la première fois, nous avons usé du pouvoir que nous donne la loi Sapin II du 9 décembre 2016 et avons relevé une personne sanctionnée de l'interdiction à titre définitif de l'exercice de son activité professionnelle. Alors, parmi les 12 contrôles, les décisions sont très variées, puisque une concerne un intermédiaire en biens divers, 3 des prestataires de services d'investissement, 7 des conseillers en investissement financier et 2 des sociétés de gestion de patrimoine. Alors vous voyez que les CIF occupent une place importante dans ces décisions. En ce qui concerne les abus de marché qui nous concernent plus particulièrement aujourd'hui, nous avons un dossier de manipulation de cours, 4 dossiers relatifs à des manquements d'initiés et 3 dossiers relatifs à l'information financière. Vous avez remarqué que 4 dossiers de manquement d'initiés et 3 dossiers relatifs à l'information financière sont des dossiers qui touchent le thème de l'information privilégiée incontestablement. En effet, l'information privilégiée est l'élément constitutif préalable à ces manquements, d'abord pour la qualification d'initié, comme pour la sanction de certains comportements interdits, comme l'utilisation de l'information, sa recommandation ou l'incitation à l'utiliser et sa divulgation. Elle domine aussi la question de la transparence financière. La variété des informations privilégiées en cause dans nos dossiers
reflète la diversité des situations à l'origine des manquements à ces obligations d'information financière ou d'abstention ou d'utilisation d'une information privilégiée. Ainsi, la Commission a rendu 3 décisions dans lesquelles l'information privilégiée concernait une opération financière. Dans ce domaine, c'est le critère des chances raisonnables d'aboutir qui est utilisé pour déterminer le caractère précis ou non de l'information. La question est alors de savoir à partir de quel moment on peut considérer qu'une opération financière, telle par exemple qu'une opération de croissance externe, a des chances raisonnables d'aboutir. L'appréciation ne peut être effectuée qu'en fonction de la situation et des faits, au cas par cas. Mais il n'en demeure pas moins que l'examen des décisions de la Commission des sanctions et des juridictions de recours permet de dégager des lignes directrices pour les acteurs concernés, lignes sur lesquelles les participants aux tables rondes reviendront certainement. Nous avons également eu à connaître 2 affaires dans lesquelles l'information privilégiée avait trait aux difficultés des émetteurs, de l'émetteur dans chaque cas. Dans l'une de ces affaires, la Commission a pu indiquer que des négociations en cours en vue d'assurer le redressement de la société sont susceptibles de caractériser un intérêt légitime pour reporter la publication de l'information privilégiée. Mais il n'en reste pas moins qu'un tel report nécessite l'élément de 2 autres conditions qui doivent être respectées et qui sont prévues expressément par le règlement général de l'AMF, c'est-à-dire d'une part le fait de ne pas induire en erreur le public et d'autre part la préservation de la confidentialité. Or, dans la plupart des cas que nous voyons, les 2 dernières conditions en particulier ne sont pas démontrées. Alors, de façon plus atypique, la Commission a examiné aussi un dossier dans lequel l'information privilégiée provenait non pas de l'émetteur, mais d'un tiers. Et en l'espèce, ce tiers était un journaliste. Je pense que également cette affaire va susciter des observations de la part des intervenants. Enfin, dans une décision plus récente, particulièrement remarquée aussi, la Commission a notamment eu l'occasion de revenir sur le régime de la transmission de l'information privilégiée en précisant pour la première fois les contours de la transmission d'une telle information dans le cadre normal des fonctions. Voilà pour l'essentiel de nos décisions, mais il ne faut pas oublier un autre aspect de notre activité qui est l'homologation des accords de composition administrative. Nous avons homologué 6 accords, dont 3 résultant d'enquête, une information financière non communiquée dès que possible, une manipulation de cours et un manquement d'initié, et 3 émanant de contrôle portant sur des manquements à diverses obligations professionnelles assez nombreuses et portant manquements commis par des professions variées aussi. L'enseignement qu'on peut tirer désormais des accords de composition administrative est qu'il est évident que ces accords interviennent dans tous les domaines tels que l'a voulu le législateur. Je conclurai ce bref panorama en disant quelques mots des juridictions de recours qui ont porté leur pierre à l'édification de la jurisprudence en matière de manquement d'initié en particulier. Ainsi, la Cour d'appel de Paris a rendu une décision très commentée concernant les contours du manquement de recommandation d'investissement fondée sur une information privilégiée, décision qui nous a marqués puisqu'elle nous infirme sur ce point. La Cour de cassation, de son côté, a rendu diverses décisions qui avaient pour point commun de confirmer qu'elle n'exerce qu'un contrôle léger sur la motivation de la Cour d'appel de Paris sur la plupart des sujets qui lui étaient soumis. En revanche, elle vient le 2 octobre dernier de rejeter le pourvoi qui était soutenu par 6 moyens et une multitude de branches contre une décision de la Cour d'appel de Paris
dans une importante affaire de manquement d'initiés jugée par notre commission le 18 octobre 2013. La Cour de cassation a entièrement approuvé la motivation de la Cour d'appel de Paris. De son côté, le Conseil d'État a précisé les conditions dans lesquelles une analyse financière était susceptible de constituer une information privilégiée. Alors, comme vous l'aurez constaté, la jurisprudence sur le thème de l'information privilégiée est particulièrement riche et elle va nous occuper donc ce matin. Au-delà de cette actualité jurisprudentielle, ce sujet, par son importance pour l'intégrité du marché et la protection des investisseurs, comme pour la vie économique, est celui qui actuellement préoccupe le plus la commission des sanctions, bien qu'il soit permanent et bien connu depuis de nombreuses années. Et comme vous le verrez ce matin, nous allons échanger sur sa définition même, les conséquences qui en sont tirées, sur son évolution à travers notre jurisprudence, mais aussi sur la réglementation européenne et sur l'efficacité de notre action. Par exemple, nous sommes attentifs aux modalités selon lesquelles les émetteurs s'approprient de manière tout à fait concrète les principes dégagés par les décisions de la Commission des sanctions et des juridictions de recours, pour les faire respecter dans le cadre de leurs activités opérationnelles. Nous concevons ce colloque comme un lieu de débat, de réflexion, qui permet non seulement à la Commission des sanctions de mieux faire connaître ses décisions au public, mais qui permet également aux acteurs de faire mieux connaître leurs problématiques propres auprès de la Commission. C'est pourquoi nous vous soumettons ces thèmes sous forme de 2 tables rondes et comptons sur vos questions et sur vos interventions et observations. Je dois maintenant remercier chaleureusement les 8 participants des 2 tables rondes, émetteurs, magistrats, avocats, universitaires ou membres de l'ESMA et de l'AMF, ainsi que Maxence Delorme, le directeur de l'instruction et du contentieux des sanctions, qui a bien voulu animer le débat. Il est bien entendu qu'aucun des intervenants ne parle au nom de la Commission des sanctions, mais nous donne ici son opinion personnelle. Je remercie également Robert Ophel qui va clôturer cette matinée, et je n'en dirai pas davantage car je préfère laisser la parole pour introduire le thème choisi à une personnalité qui s'impose à l'évidence, Gérard Amex, qu'il n'est pas besoin de vous présenter, et qui fut président de l'AMF de 2010 à 2017, et qui préside aujourd'hui le Haut Comité juridique de la place financière de Paris, ainsi que la Commission de contrôle des activités financières monégasques. Mesdames et messieurs, je laisse maintenant la place à Gérard Amex.